Rebonjour à tous. On est prêts, on est tout bon. On va laisser la porte ouverte 5 minutes pour les dernières terres d'A-Terre. Merci, de venir découvrir, le festival et Tania. Donc je vous présente Tania Naville, on peut l'applaudir s'il vous plaît? Tania, elle va nous parler d'un festival, qui s'appelle Femmes en montagne et plus largement de l'association Femmes en montagne. Alors moi j'ai une petite histoire avec ça, c'est que c'est un des seuls festivals de montagne et de films que j'apprécie vraiment énormément. Je trouve qu'il y a une humanité et un truc vraiment qui se ressent dans ce festival et chaque fois que j'y vais, donc qui se passe sur Annecy, tu nous en diras plus. C'est un moment hyper fort, très inclusif, où on teste des trucs assez innovants, enfin, tu nous en parleras. Et je pense qu'on voit rarement des initiatives comme ça, donc ça nous tenait à cœur d'inviter Tania pour qu'elle nous parle de ça. Et accessoirement, on est voisins d'ailleurs, donc ça facilitait bien les choses. Donc Tania, merci. Je crois que les derniers arrivent. Ah, les dernières terres d'A-Terre. On se met devant les derniers. Vous êtes obligés. C'est pas comme au stand-up, hein, je vais pas poser de questions à ceux de devant, Elle s'il va vous plaît. prendre à partie les gens de devant normalement. Allez Tania, je te laisse la place. Merci et à tout de suite. Merci beaucoup Thibaut. Et bah bonjour à tous. Bah voilà, j'essaye de vous faire une présentation qui, j'espère, vous apportera des choses. L'objectif, ce sera aussi de, bah, si vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on creuse, qu'on garde tout ça pour la partie d'échange après. Comme ça, je vais essayer de respecter le timing. Je suis pas la meilleure là-dessus. Donc, je vais vous proposer dans un premier temps tout ce qui va être l'histoire de la création de l'association. Parce que quand on en avait parlé avec Thibaut, c'est vrai que c'est peut-être assez intéressant parce qu'on a une création peut-être un petit peu particulière. Ensuite, on ira dans les actions de l'association, l'investissement bénévole, qui était vraiment un accès important et je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser selon d'où vous venez. Et ensuite, top flop, et puis la suite, parce qu'on est dans le T-Rex. Alors voilà, je voulais commencer par un petit message en fait. Donc, la force de la médiatisation et du collectif faire bouger les lignes. Et on part sur l'association. On ne peut pas devenir ce que l'on ne voit pas. En effet, je pense que ça vous paraît assez logique, mais en fait, quand on y réfléchit, c'est pas toujours le cas. Et donc, il y avait un besoin de rôle modèle et de nouveaux récits en montagne. On va reprendre cette création de l'association. Donc, en 2015, en fait, moi, je m'occupe au sein du club alpin français de haute montagne des groupes d'alpinisme au féminin. Et on se rend compte de quelque chose d'assez important, c'est que bah, il y a plein de femmes qui se retrouvent avec un biais, on va dire, de genre dans la pratique, qui soit par un frein interne ou externe, qui les empêche en fait d'oser pratiquer l'alpinisme. Donc il y a toute cette formation avec des groupes en non-mixité pour les encourager. Mais avant cela, on se dit quelque chose d'important. C'est-à-dire comment on peut donner envie à ces femmes de pratiquer les sports de montagne si, quand elles vont dans un festival de films, si, quand elles ouvrent un magazine, il n'y a que des hommes qui représentent la montagne. Il y avait vraiment besoin, en fait, un peu de proposer un nouveau récit. Un récit un petit peu différent de l'homme qui vainc la montagne, qui monte au sommet, qui conquiert. Voilà, il y a plein d'études sur le genre, sur les mots qui sont utilisés pour la conquête de la montagne. Vous verrez, c'est assez drôle. On a l'impression qu'ils sont tous en train de draguer leurs futures femmes. Mais voilà, donc nous, on s'est dit, l'important, c'est vraiment de médiatiser ces pratiques. Au départ, en 2015, donc nous, avant les médias spécialisés de la montagne, on leur dit, bah voilà, il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire partie de ces groupes non mixtes. Il y a 8 places, on reçoit 80 dossiers, donc ça montre quand même l'engouement, sans communication à côté. Et on se dit, il y a vraiment un besoin. Et les magazines de montagne, à l'époque, nous disent, tant qu'elles font pas une nouvelle loi dans les grandes Jorasses, en gros, ça ne nous intéresse pas. Et les premiers qui... On va revenir un peu, excusez-moi, comment je reviens? Voilà. Les premiers, en fait, qui viennent vraiment là-dessus, on le voit là-haut, c'est Le Monde. Voilà, le premier journal qui parle de ces groupes d'alpinisme au féminin et qui parle du fait que ce soit un mouvement de société, qu'il y ait autant de femmes qui veulent trouver des groupes non mixtes, c'est Le Monde. Avant Montagne Mag, avant tous les médias de montagne. Donc là, on se dit, bah, en fait, oui, on a bien vu, il y a un enjeu de société, il faut qu'on en parle. Si les médias locaux ne le font pas, comment nous, on peut agir à notre échelle? Bah, à notre échelle, nous, on est 2, voilà, on n'est pas non plus, un grand groupe de presse. On décide de monter un blog. Donc c'est le blog On n'est pas que des collants. Il y en a certains qui connaissent. Voilà, Thibaut, nous a connus à la base par cela. L'objectif, c'était d'interviewer des sportifs, donner la visibilité de ces groupes d'alpinisme au féminin et montrer que la montagne se décline aussi en mixité. On va passer rapidement. L'association en tant que telle se crée en 2016 parce qu'on se dit comment on peut continuer à médiatiser, faire bouger les lignes. On se dit, bah, comme je vous l'ai dit au début, les festivals de films, les web-séries ski à la télé, c'est que des mecs. Bon, je sais pas, on n'a pas ENAC ici, mais on peut revenir à des Bon Appétit, les films d'ENAC et tout, c'était principalement des mecs à l'écran. Quand il y avait des filles, c'était un peu des rôles secondaires en 2015-2016. Et donc, nous, on se dit, bah, on n'est pas des champions du monde. Comment on peut faire changer les pratiques et les mentalités? On va aller rencontrer des femmes inspirantes autour du monde.
L'objectif d'Autour du monde, c'était pas de griller notre bilan carbone, hein, je suis à la base ingénieure en environnement et gestion de l'eau, c'était vraiment de se dire comme ça, dans la salle, il y a des gens qui vont venir voir du ski au Japon et nous, on va leur parler de la question de l'égalité de genre. Et en fait, ça marche, vraiment ça marche. Donc l'association a été créée pour tourner 3 documentaires, donc le Women's Kimo Project, donc rencontrer des femmes inspirantes et parler de la place des femmes dans ces pays, pour voir la différence un peu avec comment ça se passait en France, donc Japon, Islande, Grèce. Donc ils ont été autoproduits, tournés dans 10 pays, récompensés dans plusieurs festivals, voilà, on voit certains prix qu'on a eus, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça montre un peu l'histoire de la création. On a tourné avec ces films. Donc, on a tourné d'ailleurs au cinéma de Bourg-Saint-Maurice. Là, on a tourné dans plein de cinémas des Alpes. Donc, vraiment en mode, on appelle, bonjour, est-ce que vous voulez projeter nos films? On va venir, etc. Et on s'est rendu compte que nous, on avait des moyens métrages. Donc, on va pas faire venir les gens pour 15 minutes ou 26 minutes à l'écran, quoi, vous comprenez bien. Donc, on s'est associé avec d'autres femmes réalisatrices ou d'autres porteurs de films sur des femmes inspirantes pour faire notre tournée qui s'appelait déjà Femmes en montagne. On se rend compte que voilà, la demande est là, les salles sont pleines et on se demande comment on peut créer un lieu dédié à ces histoires pour montrer que oui, il y a des femmes qui font des choses inspirantes, des gens qui font des choses en mixité et comment on peut rassembler ce qui se passe autour du monde. Et même quand on en parlait avec les festivals de films, ils me disaient mais moi, si tu as des films là-dessus, moi je les passe. Je me souviens de Montagne en scène qui disait mais moi j'aimerais bien passer à l'époque plus de films sur les femmes, mais où je trouve ces films? Donc on s'est dit bah ni une ni deux, allez on y va. Et comme avant, on a tout fait en autoproduit, on se dit, bon, allez, banco, on y va tout seul. On a décidé de changer les récits, pour faire changer les pratiques et les représentations. Et de se dire comment voilà, on peut proposer de nouveaux rôles modèles inspirants. Et aussi, toujours l'encourager aussi les femmes derrière la caméra. Parce que si on veut changer les récits, c'est aussi changer et encourager d'autres personnes à raconter des récits. Donc voilà, en 2019, on lance le festival, donc à Annecy et à Loire. On précise, on est 2 pour le lancer, on n'a aucun fonds, il nous reste 4 000 € sur les comptes de l'asso des films dus à la diffusion dans les cinémas. Mais voilà, on y va, on se lance, 450 spectateurs, spectatrices, tout le monde est content, voilà, c'est génial. Mais bon, à 2, vous imaginez un petit peu l'ampleur que ça repose sur les épaules, en sachant que c'est du 100 bénévole, on a tous les 2 un job à côté. Donc c'est quand même beaucoup. Et voilà, donc on donne un petit peu les idées. 4 soirées de projection, il y a déjà 18 films, sans partenaire financier, parce qu'on n'avait pas le temps d'aller en chercher, ni partenaire autre. Donc présence des équipes de films, déjà une programmation internationale et notre première spécificité par rapport aux autres, en plus d'être mixte, une catégorie de courts-métrages amateurs, comme je vous le disais, pour encourager les femmes derrière la caméra et les amateurs en fait à oser proposer de nouveaux récits qui seraient peut-être pas sélectionnés dans des grands festivals, mais qui seraient leur premier pas vers une plus grande réalisation. En fait, si on veut faire un film, il suffit d'un truc qui filme. Orelsan a raison. Voilà, 2020, bim, année Covid. Voilà, parce que vous l'aviez vu, en 2019, festival, tout le monde est content. 2020, tout le monde se confine. Donc un festival de films en mode confiné, autant vous dire que c'est pas vraiment possible. Donc on se prend ça dans la tête et pour notre film aussi, qui était sorti en 2019, le dernier, qui n'a pas fait du tout de tournée, donc pas de rentrée d'argent vu qu'on ramenait l'argent pour l'association grâce aux diffusions. Avantage, en fait, vu que tout le monde est confiné, eh ben on a plein de gens qui nous contactent sur les réseaux. Bon, plein, on s'entend. On a plusieurs contacts de filles qui viennent me contacter et qui me disent bah, comment je peux t'aider dans tes projets. Et là, je me dis mais ouais, pourquoi on ne montrait pas une équipe? Pourquoi au lieu d'être 2 à porter le truc, on ne montrait pas vraiment une équipe autour de l'association et on serait plusieurs? Donc l'avantage du confinement, on se fait plein de visios et on monte une équipe de 13 personnes internationale, parce qu'on avait une fille au Canada, une fille en Belgique, une fille à Lausanne, voilà, mais l'avantage de la visio, c'est qu'on peut être de partout. Et on monte cette équipe de 13 personnes qui nous permettra de gagner de l'ampleur au festival, parce que bah, à 2, on va quoi, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc l'évolution du festival, rapidement, de 2019 à 2024, je vous parle un petit peu des grandes nouveautés qu'on a eues. On va voir un petit film qui vous expliquera mieux le festival. Mais maintenant, on a une journée professionnelle, donc pour le cinéma de montagne. On est 100% accessible au public sourd et malentendant. D'ailleurs, on est le festival de films de montagne et d'aventure le plus accessible. Donc, vous le verrez dans la petit film. Donc voilà, on essaye de faire réfléchir. Journée pro, charte de l'égalité, débat, public très varié, ancrage local et national. Rencontre avec un camp de base, parce qu'on trouve que c'est important d'avoir ce côté de rencontre autour du festival. Je vois certains dans la salle qui sont présents au festival, donc qui connaissent bien ça. Maintenant, plus de partenaires, donc on peut un peu mieux s'asseoir, et donc un vitrine et support pour nos autres actions. Et là, on va pouvoir lancer l'after movie. Normalement, c'est pas mon ordi, mais je devrais y arriver. Ouais. Ah non. Vas-y, Thibaut.
Donc là, l'avantage de l'after movie, c'est qu'une image vaut 1000 mots. Vous allez pouvoir voir l'ambiance du festival et les spécificités. Chaque film a son charme et une belle histoire à raconter. Donc là, j'ai trouvé que c'était un vrai patchwork de ce que c'était la montagne en général chez les femmes. Médiatiser plus les pratiques féminines pour tendre vers plus de mixité dans les sports outdoor. Une interprète en langue des signes sur scène, c'est hyper innovateur. Avoir l'occasion ici de le partager lors d'un festival où les femmes sont mises en lumière et mises en avant, ça a énormément de sens. Il y a une forme d'éloge de la frugalité, de l'épure, de la simplicité. C'est une manière de regarder différemment la montagne et c'est peut-être ça le véritable regard environnemental, c'est de le regarder avec plus de lenteur, plus d'esthétique, moins de consommation. Fuera de Bolivia es donde tienen mayor reconocimiento además y ellas no han sido conscientes de lo que generan, ¿no? en la gente hasta que no han visto realmente las caras de la gente en los cines. Le mot du film, finalement, c'est ensemble, et c'est le dernier mot du film. La diversité et l'échange homme-femme et la bienveillance des garçons envers Nuria. Travailler main dans la main comme l'on fait dans ce film, j'ai adoré. Entonces creo que tan importante es que nosotros hagamos películas como que vosotras hagáis festivales y como que la gente vaya a ver las películas, ¿no? Quoi qu'il advienne dans ma vie, je vais être la femme montagne longtemps. On voit des personnes qui sont aussi trop belles et trop extraordinaires, quoi. Que les équipes soient présentes, c'est très très bien. Déjà, le fait de voir autant de femmes à l'écran et de voir que les femmes font des choses qui sont souvent aussi bien que les hommes, voire des fois mieux parce que différentes ou parce que plus partagées, je trouve aussi, que les hommes. C'était bouleversant, vraiment chapeau, et c'est pour ça qu'on revient chaque année en fait. Passionnée de montagne et de sororité, donc là ça mélange tout, donc forcément c'était spécial, parfait. Vous osez aller de l'avant, aller ouvrir des sujets que d'autres univers n'osent pas faire. J'encourage vraiment les gens à venir ici au Festival Femmes en montagne pour ça, pour avoir une profondeur de champ qui est un peu différente. Ça va toujours mieux quand c'est pas nous qui disons qu'on est super. Donc non mais voilà, j'aime bien parce que ça vous met l'ambiance. C'est bien beau de parler de festival de films, mais s'il n'y a que moi qui en parle et 3 photos, ça parle pas assez. Donc voilà pour le festival de films. Donc on va parler des actions de l'association. Comme je vous l'ai dit, on est une association, donc on n'a pas que le festival de films parmi nos actions. Donc l'évolution de l'association, rapidement, donc le festival en 2021, 1500 spectateurs en salle et 1100 en ligne. Donc des ateliers, on a commencé avec les ateliers aussi pour transmettre les compétences. Et vraiment les compétences de film, mettre en contact, échanger, prendre en compte beaucoup plus les questions environnementales aussi, parce que nous, ça a toujours été vraiment important. Et des fois, c'est assez drôle parce que c'est pas toujours ceux qui en font le plus, qui en parlent le mieux. Donc ça, c'est assez drôle là-dessus par rapport à des grands événements, des fois qui ont des gros impacts environnementaux, mais qui disent wow, on fait plein de choses. Donc on a décidé de montrer aussi ce qu'on faisait un petit peu. Donc jusqu'à 2024, donc là on a 3800 spectateurs. Donc quand je dis spectateurs, c'est aussi bien en salle qu'en ligne, parce qu'on a une version en ligne qui est jusqu'à la fin de l'année où vous pouvez voir les films, même si vous n'êtes pas à Annecy, même si vous voulez faire un cadeau à Tata Roberte qui habite à Caen, vous pouvez lui offrir les films comme un Netflix des femmes inspirantes en montagne. Voilà. Donc au-delà du festival, une association engagée. Donc nos autres actions, on va les détailler après action par action. Mais là, vous avez l'année de création.
Donc voilà, 2022, la tournée scolaire, comme en 2022, le Verre des Montagnardes aussi, 2023, tournée en relais, 2024, la communauté digitale, et là, 2025, tout ce qui est cercle d'échange pour les professionnels de ZLE du film de montagne. Voilà, donc la tournée scolaire, c'est une des premières choses qu'on a lancées. On l'a lancée avec l'université de Lyon 1. Je ne me trompe pas, j'ai marqué Lyon 2, mais c'est bien Lyon 1, excusez-moi. Donc, pour vraiment en fait sensibiliser les jeunes à l'égalité de genre dans le sport. Donc, c'est une intervention qu'on fait gratuitement dans les établissements scolaires. Donc, on sensibilise 1300 à 1500 scolaires par année, donc depuis 2022. Des jeunes souvent de 11 à 18 ans, vu qu'il y a des films sous-titrés, des fois c'est un petit peu compliqué pour les jeunes un peu plus petits. On le fait des fois dans certaines écoles comme à Gap, mais c'est un peu plus compliqué avec les jeunes. Donc on a 1 heure de projection de films issus du festival sur des thématiques qui touchent les scolaires. En gros, si on leur parle de la maternité, ils vont pas être très sensibles, ni l'équilibre vie pro-vie perso. Donc on prend des films qui les touchent. Et après, il y a 1 heure de débat et d'échange. Donc, ce qui est fait, c'est ma collègue qui s'en occupe. Il y a vraiment le quiz un petit peu pour les sensibiliser, c'est-à-dire avec des couleurs. Il y a 3-4 réponses et ils montent le petit carton de couleurs qui correspond à leur réponse, de manière à ce qu'ils participent tous. Parce que autant des adultes, on vous pose des questions, vous répondez. Mais quand c'est des enfants, c'est vraiment le gros blanc. On leur dit « Alors, qui pratique du sport de montagne ?» Et là, personne ne lève la main. Donc, en fait, les couleurs, ça permet de les lancer un petit peu dedans et après, ils peuvent prendre la parole plus facilement. Voilà, alors on vous a mis le petit flyer qui présente un petit peu tout ça. C'est sur la demande des professeurs en fait, qui nous sollicitent et on vient intervenir dans les établissements. Voilà. Ok. Ensuite, le Verre des Montagnardes. Donc là, c'est vraiment créer des rencontres de pratiquantes. C'est la seule chose qu'on fait en non-mixité, c'est-à-dire qu'on peut venir en mixité, mais par contre, pour remplir le petit tour de cou qu'on voit là et tout, c'est que les femmes. Parce que sinon, ça s'appellerait le Tinder de la montagne si on mélangeait trop. Donc là, c'est vraiment le Verre des Montagnardes. L'objectif, c'est de marquer son prénom, les sports qu'on fait en montagne, une sortie ou course qu'on a fait en montagne, une qu'on aimerait faire. Et comme ça permet au lieu de se dire bah, bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ah, tu fais du VTT, t'en fais à côté, etc. Pour trouver des personnes pour pratiquer. Parce qu'on se rend compte, si on veut un maintien dans les pratiques des femmes en montagne, c'est aussi des fois d'avoir une possibilité de pratiquer des fois en non-mixité. Parce que bon, les études en parleront mieux que moi, mais il y a un peu la pression du groupe quand on est en mixité. Parce que souvent, on est en minorité dans le groupe, en minorité de nombre. Hein, et bah, mine de rien, il y a un peu ce côté de... Si Marie, elle est dans un groupe mixte et qu'elle se plante dans son virage de ski à la descente, elle a un peu la pression de se dire c'est pas Marie qui s'est plantée, c'est les femmes qui sont mauvaises skieuses. C'est un peu un raccourci, mais c'est un peu ce qu'on sent en tant que femme dans un groupe mixte. C'est pas que les copains sont pas sympas, c'est que quand on est dans un groupe où on connaît pas les gens, on porte un petit peu plus ce poids-là en dessus et des fois c'est un peu compliqué. On a envie d'être juste, sans se poser la question, de se dire bah, je suis juste Marie, je suis pas la fille du groupe. Bon, je la fais rapide, on n'est pas là pour parler sociologie, même si ce sera avec plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, on mène ça dans les villes des Alpes. Voilà, Genève, Chamonix, Grenoble, Chambéry, Annecy, voilà, selon les demandes. La tournée en relais, donc là, c'est vraiment en fait de diffuser les messages. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la capacité de faire une tournée comme Montagne en Seine où nous, on se déplace, mais on met les films à disposition selon un critère, les films qui sont primés, pour que les porteurs d'événements puissent avoir des films un peu plus mixtes à projeter lors d'interventions. Donc, on est que ce soit par des offices du tourisme, que ce soit par des clubs alpins, des choses comme ça. Et ça permet aussi de soutenir le cinéma de montagne, parce que souvent, c'est des films un peu autoproduits qui n'auraient pas cette possibilité d'être diffusés. Et nous, on leur facilite cette possibilité d'être diffusés et d'avoir des droits de diffusion pour leur prochain projet. Voilà, la communauté digitale, donc ça va faire un peu le lien avec la force bénévole qu'on verra après. C'est qu'en fait, on s'est dit comment on peut apporter plus à nos adhérents et faire la différenciation entre bénévoles et adhérents. Parce qu'on le verra tout à l'heure, mais on avait beaucoup de demandes pour être bénévole, mais en fait, ils voulaient juste faire partie d'une communauté, il et elle. Donc, on a créé pour nos adhérents une communauté digitale via Discord. Donc, s'il y en a qui connaissent, souvent les gamers, mais voilà, c'est une sorte de forum accessible que à nos adhérents. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une sorte de safe place où on peut échanger, discuter, s'échanger des bons plans, des événements entre adhérentes de femmes en montagne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé fin d'année dernière. Donc c'est tout nouveau, mais ça fonctionne. Ça commence à bien fonctionner, donc c'est cool. Et grande nouveauté de cette année, ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête, mais on n'avait pas de mécène pour nous permettre de le mettre en place, parce que c'est bien beau toutes ces actions non lucratives, mais il faut pouvoir financer ces actions. Donc on a lancé cette année, qui est la suite un peu de nos cercles pro qu'on fait pendant le festival. C'était une demande vraiment des réalisatrices et des actrices, donc là pas les actrices devant caméra, mais on va dire les gens qui œuvrent pour le cinéma de montagne, c'était d'avoir des cercles d'échange pour les professionnels de ZLE du film de montagne.
Parce qu'en fait, il y a plein d'équipes de films qui me disent: «Mais moi, j'engagerais bien des filles dans mon film pour monter, pour réaliser, mais où je les trouve?» Donc c'est parti de là-dedans. Comment on pouvait essayer de les visibiliser? Donc on a la volonté de créer un annuaire. On aimerait bien arriver à trouver un financement pour le web développement, mais en tout cas, on a l'idée de faire un annuaire des professionnels de zèle du film de montagne et aussi les asseoir dans la légitimité. Parce que je ne vais pas vous mentir, mais le monde du cinéma de montagne et du cinéma et de l'audiovisuel, c'est quand même très masculin. Le monde de la montagne, ça reste quand même très masculin. Vous combinez les deux, banco, la légitimité pour une femme qui travaille dans ce milieu, c'est très compliqué. Donc, en fait, ça permet d'avoir un cercle d'échange, de partage, voilà, de se légitimiser, de prendre confiance. Et c'est ce qu'on a commencé à faire et qu'on aimerait pouvoir continuer. Donc là, c'était sur le terrain. Et l'objectif, après, c'est peut-être de le faire un peu moins en montagne pour plus de logistique, mais de continuer à créer ce groupe et ces échanges de bonnes pratiques. Voilà. Je vous en ai parlé, la question de l'investissement bénévole. On en a parlé un petit peu à différents moments. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. C'est quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Je sais, j'ai vu qu'il y avait des gens des territoires. Il y a peut-être tout à l'heure, il y avait des gens des marques. Sur les territoires, l'engagement bénévole, ça peut être quelque chose qui peut quand même vous intéresser quand vous faites un travail avec le grand public, des choses comme ça. Même si vous n'êtes pas une association, vous pouvez travailler avec des gens qui sont quand même investis sur votre territoire. Donc, je me suis dit que c'était quelque chose qui peut vous intéresser à discuter avec vous. Donc voilà, nous, on n'est pas une start-up de l'outdoor. En fait, on pensait vraiment pas venir si gros, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des salariés. Ce n'était pas notre objectif. C'était vraiment de se dire comment on peut monter un projet. Ça se voit, hein, si je vous montrais nos budgets, on a très très peu de subventions. On fonctionne vraiment en fonds propres avec le festival, avec maintenant du mécénat pour la tournée scolaire. Mais en subvention, je pense qu'on doit avoir... on n'a vraiment rien. Le festival, on a une première subvention cette année, c'est la direction régionale de l'égalité du droit des femmes. Sinon, on était sur 0 sub sur le festival, pour vous donner une idée. Donc voilà, un engagement bénévole donc né vraiment de la conviction. Donc on est vraiment les premiers à porter la médiatisation des pratiques féminines, donc générale. Voilà, c'est dans le sens qu'on est un peu le seul festival dans ce genre-là. Oui, on a une ligne éditoriale très fine, mais vraiment, on galère pas à trouver les films. Là, actuellement, donc l'année dernière, on a eu 138 films de déposés. Et la plupart, on pouvait faire 2 festivals tellement il y avait de la qualité. Et vraiment, ça continue. On est un projet qui a rassemblé des bénévoles donc, de toute la francophonie et une croissance organique au service du message. Donc, je vous ai mis un peu une structuration de l'engagement bénévole et une croissance collective pour vous voyez un petit diagramme, ça permet de visibiliser. Donc, on a commencé à 2 personnes donc, au début. Après là, hop, le Covid, donc on a commencé à grossir, 13, etc. Et maintenant, on est donc 54 bénévoles. Quand je vous parle de bénévoles, ce n'est pas des gens qui viennent donner un coup de main pour Scannalytica, c'est vraiment des gens qui sont investis à l'année, qui échangent à l'année, qui ont des missions à l'année au sein de l'association. Donc voilà, la problématique qu'on a par rapport à plein d'autres assos, c'est qu'on est sur des... Là, je l'ai mis au neutre féminin parce qu'on a 3 garçons, sinon c'est que des filles. Donc on est des jeunes actifs entre 21 et 38 ans. Donc si vous connaissez un peu la vie des personnes entre 21 et 38 ans, on va dire que ce pas des retraités en termes de temps dispo, mais en tout cas, elles sont très, très motivées. Mais voilà, on a un peu ce côté un petit peu négatif de l'avantage qui fait que on n'a pas Roger retraité qui peut aller mettre les affiches pendant 40 heures les 3 semaines avant le festival. Mais j'aimerais bien avoir un Roger dans mon équipe. Ou une Simone, il n'y a pas de souci, mais quelqu'un qui ait du temps avant le festival. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est chouette. On est de plus en plus donc structuré. On a plus de 100 demandes de bénévolat par an. Du coup, ça fait qu'on a décidé une nouvelle stratégie en 2025. On fait un recrutement par promotion, de manière à faire un point avec les bénévoles passés, c'est-à-dire est-ce qu'ils souhaitent toujours continuer à s'investir ou ils passent dans la catégorie adhérent avec une possibilité de bénévolat ponctuel. Je viens donner un coup de main à un salon, je viens scanner les tickets, des choses comme ça. Ou je continue à m'investir. Donc, ça fait un point sur les bénévolats passés et aussi permettre de dire aux nouveaux, nous, on est hyper contents que vous soyez là. Vous souhaitez vous investir de temps en temps, restez adhérent, il y a de l'appel ponctuel bénévole. Ou vous souhaitez vraiment vous investir dans la cause, voilà, entre 2 à 4 heures par semaine, vous pouvez nous rejoindre et il y a un peu des missions qui sont proposées, une sélection qui est faite par nos bénévoles référents selon les projets et les missions. Voilà. Donc, je vous ai mis un peu des choses, mais il y a de la rédaction, les réseaux sociaux, sélection des films, montage. On a même du juridique. On a un avocat et une avocate et une comptable cette année en bénévole. Donc, c'est un peu la grande classe. Le développement des partenariats. Donc, voilà, toutes les volontaires. Et donc, voilà. En outil de travail, on travaille sur Slack parce qu'on a des bénévoles jusqu'à la Normandie. Donc, se voir physiquement, c'est un peu compliqué tout le temps. Donc, on fait des réunions mensuelles. On communique très, très régulièrement donc, sur Slack. Et on se voit 4 fois par an. Le festival et 3 week-ends de convivialité
un de vraiment travail, ce qu'il a avant le festival, un de travail convivialité en juin et un de juste convivialité en mars à peu près. Voilà, pour essayer de continuer à avoir du lien, garder l'humain au centre et pas non plus avoir l'impression d'avoir un deuxième job à côté de son job. Voilà. Donc, ce qui est avantageux dans le côté choisi et valorisé, c'est que ça permet à certaines bénévoles de développer vraiment des lignes sur le CV qui leur permettent des réorientations après si elles souhaitent dans le monde de l'outdoor et tout, ou des filles qui vont jamais se réorienter dedans, mais sont hyper contentes. Notre gestionnaire des réseaux sociaux, par exemple, jusqu'à l'année dernière, c'était une ingénieure informatique qui savait pas ce que c'était qu'une story quand elle a récupéré les réseaux sociaux. Mais elle a adoré développer ça. Elle sait qu'elle en fera jamais son boulot, c'est pas du tout son truc, mais elle a adoré. Donc il y a un peu ça, il y a un peu ce côté de dire moi j'ai un job comme ça me dit de faire quelque chose à côté, ou au contraire, je veux faire quelque chose qui est en lien avec mon job parce que là, je sais que je vous apporte plus. Voilà. Structuration un peu salariale qui peut intéresser s'il y a des entreprises dans la salle. Donc jusqu'à 2023, 0 salarié, 100% bénévole. On faisait déjà plus de 3000 spectateurs au festival. Voilà, on était 100% sur du bénévolat. Autant vous dire que c'était chaud. Et à partir de 2023, donc on commence à recruter. On est donc 2. Moi, je suis à 60% et ma collègue était en alternance à l'époque et maintenant est salariée, même en CDI cette année, à 80%. Et on a aussi des services civiques. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme un stage, c'est rémunéré comme un stage, mais c'est du volontariat sur des jeunes. Voilà, ça ressemble un peu à un stage. C'est ce qui nous permet, nous, aux associations, d'avoir des jeunes investis et que ça ne coûte pas non plus trop cher et de les aider dans leur futur. Je suis encore bon sur le timing. Conclusion, mais celle-là, on va la passer. Voilà. En 10 ans, Femmes en montagne est passé donc d'un constat personnel, donc de se dire il faut médiatiser les pratiques, à un projet collectif et structuré. Donc, parti de zéro, sans subvention, avec une seule conviction, on ne peut pas devenir de ce qu'on ne voit pas. Donc ça peut marcher aussi dans d'autres domaines. Hein. On en parlait avec les océans, avec le fait du sport. En fait, si les jeunes filles, elles voient que des hommes dans le sport, comment elles vont vouloir se maintenir dans les pratiques ou même se dire je vais faire du sport plus tard. Voilà. S'il y en a qui ont des enfants, vous pouvez y penser. On dit qu'on est égaux, mais il y a encore pas mal de biais de genre qui existent. Voilà, donc nous, une autre narration de la montagne s'est imposée. Donc voilà, c'est vraiment notre objectif de la force du collectif, faire bouger les lignes. Donc l'objectif reste inchangé, créer des espaces, des récits et des rôles modèles pour que demain, la question de la légitimité ne se pose plus. Et quand on me dit, en fait, vous avez de la chance, en France, les femmes et les hommes, c'est égaux. Mais en fait, j'aimerais tellement que ce soit vrai. Et c'est pas encore le cas. Les biais de genre intrinsèques ou extrinsèques, ils existent, même chez les jeunes filles, même, voilà, si vous avez des gens qui par exemple, vous êtes parent, vous imaginez avoir éduqué votre enfant de manière non genrée, vous vous dites, voilà, c'est un garçon, je vais donner des poupons, c'est une fille, je vais donner des petites voitures et tout, et bim, ils arrivent à l'école, et là, course à pied, en maternelle, et les garçons, vous courez d'abord, les filles, c'est une deuxième course. Tu te dis, mais pourquoi ils ont 3 ans, les gamins? Bon voilà, le genre, il est partout. Et sinon, on peut donner à ces jeunes filles le fait de se montrer qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent dans la vie, que c'est pas leur genre, que c'est leur caractère qui va pouvoir les orienter. Franchement, on aura gagné pas mal de choses. Voilà, les tops rapidement, j'en ai mis trop comme d'habitude, mais donc remplir les salles depuis 2019, être reconnu donc comme acteur clé de la mixité en montagne, donc aussi bien en France, à l'international, voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Le fait de, quand on rencontre des gens, dire Femmes en montagne, dire, ah oui, je vois, je connais le festival. Je vous avoue que ça fait du bien. Quand on contacte Patagonia pour leur demander d'être partenaire et qu'on a un message le jour même en disant faut qu'on se fasse un call, et la semaine d'après c'est signé, ils sont partenaires du festival, on se dit oh donc merci. Et voilà, donc les scolaires sensibilisés, pour nous on trouve ça génial de pouvoir continuer ça, des salariés engagés, d'avoir pu avoir cette structuration. Donc voilà, continuer le lancement pour les jeunes réalisatrices, le fait de l'accessibilité, vous l'avez vu dans la vidéo, mais pour nous, l'inclusion, c'est vraiment quelque chose d'important. Et de pouvoir être le festival le plus inclusif en termes pour les sourds et malentendants, on trouve ça très important. Voilà, des partenaires qui nous soutiennent. Les flops, voilà, hein, je ne vais pas vous mentir, autant dire que ma pratique sportive, elle n'existe quasiment plus depuis que j'ai monté l'association. Au début, on s'est pris beaucoup de refus des financeurs privés et publics. Encore pour les subventions, c'est très compliqué. Bon, vous allez me dire, la culture en ce moment, c'est pas le bon moment. Mais j'avoue que c'est un peu dur quand on doit toujours essayer de se battre pour faire vivre. Donc un sujet trop en avance.
Voilà, un petit point, voilà, mais notre meilleur documentaire, il est sorti la même année que Anne-Flore Marxer a sorti un film sur l'Islande, sur le même sujet. Autant vous dire que notre film, il a été, totally cancel. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Donc difficulté de structurer un grand collectif bénévole dispersé dans toute la francophonie. Ça, c'est vraiment une grosse problématique et quelque chose de très important qu'on essaye de faire. Voilà, la poids de la charge mentale sur un gros projet bénévole et la précarité inhérente au modèle associatif. Mais bon, ça, je pense que vous connaissez. Et la suite, parce qu'il y a toujours une suite. Donc stabiliser l'association, donc renforcer l'équipe salariée, pas forcément en nombre, mais au moins en pérennisation des postes. Développer le mécénat et les partenariats RSE, vu qu'on peut maintenant faire des CERFA de dons, donc essayer de développer tout ça. Faire connaître davantage le festival en ligne, donc qui nous permet de nous faire connaître un petit peu plus largement pour les gens loin d'Annecy. Et lancer des nouveaux projets stratégiques. Voilà, on a plein de projets qui continueraient. Et je vous remercie. J'ai bien conscience que je parle très vite, donc ça faisait beaucoup d'infos. Mais n'hésitez pas s'il y a des choses où je suis passée trop vite dessus et que vous souhaitez parler. Et je suis pile dans le temps, 29 minutes. Effectivement, tu as été très, très ponctuel. Bravo. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, je lance une petite question ou deux et une petite réaction. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que ma fille m'en a parlé, parce qu'elle fait partie d'un collège où vous intervenez. Et pour le coup, elle a cette notion de rôle modèle et de nouveau récit, lui parle beaucoup parce qu'elle aimerait bosser dans les rôles dans la sécurité, en montagne, etc. Et donc, elle a découvert Marion Poitvin à travers ses interventions dans le collège. Donc, c'était vraiment impressionnant et je pense ça l'a vraiment marqué. Donc, merci pour ça. Et après, moi, je me posais la question aussi de ces nouveaux récits qui sont hyper présents dans la transition. Et on a besoin de ça maintenant pour engager vraiment les gens dans la transition. Et même à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le nouveau récit de la montagne, ce qu'on voit arriver, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines, ils font l'Everest en 5 jours maintenant, avec du gaz xénon. Et le mec part des États-Unis en 5 jours, il arrive là-bas, il monte en hélico jusqu'au pied. Et après, il monte en 2 jours au sommet de l'Everest. Donc en fait, en 5 jours, on part de chez soi et on fait ça. Donc avec une débauche de moyens, évidemment. Et tout ce qu'on peut avoir derrière. Et en plus de ça, le truc s'appelle Mission Everest. Ils sont habillés tout en noir et ils tiennent leur piolet comme un fusil. Donc on n'est pas exactement dans les mêmes, dans les mêmes rôles modèles qu'on peut voir au festival. Donc merci de proposer quelque chose de différent, c'est vraiment chouette. Et ma question, parce que j'en ai quand même une, c'était est-ce que justement, à travers tous ces ateliers, ces inspirations que vous avez données à toutes les participantes, est-ce que du coup, il y a eu, combien on peut dénombrer de réalisatrices ou même de sportives qui se sont lancées dans des projets après le festival? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors bien entendu, on n'a pas le nombre exact, mais on va dire niveau qualitatif, on peut dire que dans notre deuxième édition, on a une jeune fille qui a déposé un film parce qu'elle avait vu qu'on faisait un court-métrage amateur. Elle a contacté une réalisatrice amatrice à côté de chez elle. Elle a dit, bah viens, moi j'ai un sujet, on monte un film ensemble. Et elle est venue avec un film sur les violences conjugales et le sport. Donc chaud, c'est un film où on ne la voit pas, c'est-à-dire elle est toujours de dos, etc. Et elle n'a pas parlé du sujet à personne. Et lors du festival, elle a décidé, elle ne savait pas encore qu'elle allait faire, elle a décidé de venir le présenter en présentiel, en bas dans la salle, avec sa famille, ses amis dans la salle qui ne savaient pas de quoi elle allait parler et qui se sont pris ça dans les dents. Donc il y a quand même des choses assez fortes qui sont passées comme ça. On a aussi vraiment une mise en contact, c'est-à-dire qu'on a plein de professionnels du film de montagne qui se sont rencontrés là, qui parlent d'ailleurs de Safe Place, c'est pas moi qui le dis, c'est elles, d'un endroit où elles peuvent vraiment échanger, où elles se sont créées des groupes WhatsApp pour parler des pépites sexistes qu'elles vivent dans les moments de tournage, des choses comme ça. C'est des filles qui ne se connaissaient pas à la base, qui se sont rencontrées là et qui leur permettent des fois de décharger un petit peu ce qu'elles peuvent vivre. Voilà, on ne parle pas de VSS trop important, de violence sexiste et sexuelle, mais quand même de le laisser les prendre tout le temps en mode « Ah, bah t'es une fille, bah tu devrais sourire. Ah, mais t'es la stagiaire. » Bon, elle a des petits trucs, mais à terme, ça peut peser lourd. Et aussi le fait que, y en a plein qui ont monté des projets ensemble. Là, il y a encore un projet qui est filmé. C'était le club alpin français de Chambéry qui m'a contacté en disant nous, on a un projet avec un groupe de filles qu'on va encadrer en VTT pour un groupe en non-mixité. Est-ce que vous connaissez des gens qui pourraient filmer? Donc, moi, je les ai mis en contact avec 2 filles qui bossent avec nous et qui sont professionnelles du monde de la montagne et qui s'étaient rencontrées les 2 au festival. Et elles sont en train de tourner un film pour le CAF de Chambéry sur la question de femmes et vélo, quoi. Et donc, c'est chouette. On voit vraiment des choses comme ça qui aboutissent, qui se mettent en contact. Puis, je pense qu'il y a plein de choses dont on n'a pas d'idée et qu'on verra au fur et à mesure. Qui reviendront proposer leur film. Voilà, tout à fait. Accessoirement, moi, j'ai participé à un de ces ateliers de formation, de rencontre avec des réalisateurs. Et c'est comme ça que je me suis lancé aussi là-dedans, grâce aussi au festival. Encore une fois, merci. Est-ce que vous avez des questions, mesdames et messieurs? Bonjour, Oliver, je travaille à l'ONF.
Souvent, les grosses marques, soutiennent, enfin les films qu'on voit les plus, sur YouTube et qui sont les plus, connus, sont soutenus par des grosses marques, de l'outdoor. Est-ce que, vous ressentez un intérêt de ces marques maintenant, sur des films justement, en non-mixité, qui du coup permettraient, bah, de leur donner encore plus de visibilité? Ça change vraiment. Nous, on voit vraiment la différence avec quand on est allé essayer de démarcher à l'époque en 2015-2016 pour nos films, et c'était pas le sujet. C'est-à-dire qu'ils faisaient que des films d'athlètes. Bon, j'avoue qu'on n'est peut-être pas allé voir Patagonia, on n'est peut-être pas allé voir les bons, mais quand on allait voir, on nous disait non, non, nous on suit nos athlètes, et c'était tout. Et c'était l'objectif principal de se dire je fais un film sur mes athlètes. Et voilà, on a encore des gens qui nous disent: «On va pas vous soutenir parce qu'on a que des athlètes hommes». On se dit: «Bon, bah, là, il y a peut-être un problème dans votre, communication», mais bon, passons. Et maintenant, on voit vraiment des marques qui investissent sur des sujets. Donc Patagonia, on en a parlé tout à l'heure, donc eux, c'est vraiment dans leur ADN, mais même Arc'teryx. Arc'teryx va vraiment sur des films sujets, c'est-à-dire pas que le film de c'est de la perf, mais un film sur, là je parle d'Andrea par exemple qui a été passé au festival sur Nina Caprez, où c'est vraiment ils se disent: «Ce film, c'est une histoire d'amour» et c'est un peu ça. Et ce genre de film-là, c'était impossible de le faire avant. Ou des films, on a beaucoup de films sur des parcours de vie un petit peu difficiles, c'est-à-dire comment faire un sommet, avec un handicap ou comment on se relève d'une maladie psychique ou physique grâce à la montagne, des choses comme ça. Et maintenant, c'est des films qui arrivent à trouver du financement et des sponsors, tandis qu'avant, c'était moins le cas. Donc je pense que les marques ont quand même compris. Il y en a certaines qui restent sur la perf, hein, on va pas se leurrer, mais il y en a qui ont compris que, bah, il fallait aussi accompagner ça. Déjà, peut-être juste dans l'idée de se dire: «Bah, c'est chouette pour mon idée de marque», mais aussi parce que ça fait, bouger des messages. Et il y a beaucoup d'athlètes aussi qui maintenant savent qu'ils ont suivi dans leur marque quoi qu'il advienne. Je pense au premier film que Marion Aerty avait porté vraiment elle-même, In situ, qu'elle avait passé, au High Five et chez nous. C'est un film, vraiment un objet cinématographique. C'est-à-dire que c'est pas un film de perf, on la voit à peine skier et tout ça. Et c'est un film qui, à l'époque, changeait complètement des films de ski dont on avait l'habitude. Mais ses sponsors l'ont suivi dedans. Mais je veux dire, quelques années auparavant, c'était impossible qu'elle trouve des financements pour un film comme ça. C'est-à-dire, on lui aurait dit: tu fais des beaux virages, tu fais de la perf, et on signe en bas. Par contre, de dire: tu as 3 virages et tout le reste, c'est sur la perception mentale, vraiment la question un peu de l'image, de ce qu'elle ressent, elle, avec la respiration et tout, vraiment l'objet du cinéma, du film, c'était impossible. Donc, il y a vraiment des virages qui se font, et ça, c'est chouette. Et on voit de plus en plus de marques aussi qui partent sur des appels à projets en disant: bah, moi, je vais aller sur une histoire, je vais aller sur des choses comme ça. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui tourne. Et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de films que nous, on peut sélectionner. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de films en mixité. Merci déjà Tania pour la présentation. Moi je voulais savoir s'il y a d'autres festivals qui, vous questionnent sur comment on fait pour avoir dans nos sélections plus de films de femmes? Comment on fait pour notamment, le côté accessibilité aux sourds et malentendants et cetera? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que, longue vie au festival Femmes en montagne, moi j'espère vraiment que vous disparaîtrez jamais, mais dans un monde parfait, vous n'auriez pas besoin d'exister parce qu'en fait les festivals devraient être juste, mixtes et les femmes devraient être représentées, à la même, valeur que les hommes. Mais c'est exactement ce que je dis quand des fois il y a des réalisateurs ou n'importe qui me disent: «Mais en fait, ils me disent rarement en face, mais ils le disent en fait: «Je comprends pas pourquoi ça existe en fait. Il y a pas besoin, c'est mixte en fait, il y a pas besoin de faire d'un côté les festivals de films hommes, d'un côté les fils de films femmes». Mais moi j'ai envie de dire, si nous on devait disparaître parce qu'en fait la mixité était partout, mais franchement, mais moi je prends le fait de disparaître, hein. Mais voilà, c'est pas le cas. Par exemple, c'est les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble qui travaillent beaucoup avec nous, avec qui on partage les films qui candidatent chez nous, parce qu'ils ont vraiment à cœur. Bon, on connaît aussi le positionnement de Grenoble, hein, mais on a vraiment à cœur de vouloir se positionner sur plus de mixité. Et ils n'arrivent pas encore à l'égalité, mais en tout cas, ils essayent et ils viennent chercher chez nous des films qui n'osent pas candidater chez eux. Ils viennent repêcher des films grâce à notre programmation pour avoir plus de mixité. On voit aussi, bah, Montagne en scène, par exemple, entre 2016 et maintenant, il y a une évolution énorme. Maintenant, il y a tout le temps des films, des femmes, pardon, dans les films de Montagne en scène, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quand j'en discutais avec Cyril Salomon, il me disait: mais en fait, je les ai pas les films. C'est pas que je veux pas les mettre, c'est que je les trouve pas. Donc en fait, il y a un peu le serpent qui se mordait la queue, c'est-à-dire que tant qu'on les monte pas, il y a pas les films, mais tant qu'il y a pas les films, on peut pas les montrer. Et nous, notre objectif, c'était un peu mettre le coup de pied dans la fourmilière et dire: bah, nous, on va montrer qu'il y en a qui existent et qu'il y a au moins un endroit où c'est possible d'être montré, pour après que il y en ait d'autres qui soient produits, pour qu'il y en ait qui aillent dans les grands festivals, etc. Et je pense par exemple à Caroline Ciavaldini, quand elle fait ses films, ça lui arrivait de dire à son réalisateur, au moment où elle tourne: bah, moi, je veux que mon film soit un festival de femmes en montagne. Et des fois, certaines années, ils ont même candidaté que chez nous. Parce qu'en fait, on a un rôle modèle qui est important et c'est important de pouvoir œuvrer là-dessus, quoi. Et sur l'accessibilité, l'avantage, c'est qu'il y a
Il y a Silence on grimpe, qui est un collectif qui essaie de faire avancer les choses. Donc eux, ils ont ce rôle-là. Nous, on essaye de montrer que c'est possible, de montrer l'exemple que c'est possible à notre petite échelle pour que les grands suivent. Mais il y a de plus en plus de festivals qui suivent, au moins sur le sous-titrage. Maintenant, quasiment tous les festivals sont en train de prendre le virage d'avoir tous les films sous-titrés. Comme là, vous avez vu, on a sous-titré aussi notre teaser, on sous-titre notre after movie, on sous-titre tout ça. L'interprétation sur scène, c'est un coût, mine de rien. Nous, c'est possible parce qu'on est sur un festival avec beaucoup, beaucoup de bénévolat, un engagement autour de valeurs fortes. Donc, mine de rien, je ne vais pas vous mentir, là, on ne les a pas payés, les interprètes, parce qu'on ne pouvait pas. On n'a pas de subvention, on n'a pas tout ça, c'était pas possible. Mais notre objectif cette année, c'était d'allouer un budget et d'essayer de se faire soutenir en mécénat pour pouvoir les financer. Parce que l'objectif, c'est qu'elles font vraiment un boulot qui mérite d'être payé et qu'on n'exploite pas et que ça puisse pérenniser sur l'accessibilité. Mais il y a vraiment une question du temps que ça prend, de l'argent que ça prend pour rendre accessible, et qu'en fait, il y a très très peu de possibilités de financer cela, quoi. J'ai vu qu'il y avait une question devant. Alors moi, c'est une question très concrète. Au niveau des bénévoles, comment vous arrivez à les accompagner dans leur mission et à les fidéliser? Parce que nous, chez Montagne Riders, c'est vraiment une question qu'on a beaucoup, et aussi de faire la distinction entre les adhérents et les bénévoles. Donc voilà. C'est une question sans fin. Nous, des fois, on est toujours à se dire, mais en fait, mais pourquoi on reprend des nouveaux bénévoles? Ça nous prend plus de temps que tout ça. Mais c'est une association. Et comme Mountain Riders, on est sur une force de collectif. Et bien entendu, on sait que quand on a 54 bénévoles, les 54 ne sont pas hyper investis à donner corps et âme, à porter un projet, mais on va pouvoir faire émerger des gens. Donc nous, ce qu'on s'était rendu compte, c'est comme je disais au début, c'est qu'on avait du mal, on faisait pas de différence vraiment. Et il y avait le fait de se dire, je soutiens la cause, donc je vais être bénévole. Et on a essayé de faire vraiment cette différenciation adhérent. Donc nous, de créer le Discord, ça nous a permis de dire, voilà, on offre quelque chose quand même à nos adhérents. Un échange, un lieu spécial, un endroit où on essaye d'apporter quelque chose, par exemple de recenser tous les événements, de faire des choses comme ça, on leur apporte quelque chose, et où on propose du bénévolat ponctuel. Ça pourrait être pour Mountain Rider, par exemple, la collecte ce week-end, etc. Et de faire sur le bénévolat, ce qu'on appelle nous bénévolat, du bénévolat investi, c'est-à-dire des gens où tous les premiers lundis du mois, on a une visio, et on n'est jamais 50, mais on est entre 30 et 40 à chaque visio mensuelle. On fait tous un point et tout, un peu formel, mais ça permet déjà d'avancer en collectif. Et après, on travaille par sous-groupe. Et à chaque fois, on a un bénévole référent de nos sous-groupes qui gère. Après, il y a certains sous-groupes où on n'arrive pas à avoir de bénévoles, donc c'est nous qui coordonnons ces sous-groupes. Mais c'est vraiment ce fonctionnement-là, ce fonctionnement avec Slack, et puis beaucoup d'énergie, beaucoup de garder l'humain, voilà, des temps conviviaux pour qu'on arrive à s'y trouver, que les gens prennent des relations ensemble. On a commencé quelque chose de nouveau cette année. On a fait un lien marraine-filleule, et ça marche vraiment bien. Parce que nous, il y avait une problématique, c'est que chaque fois qu'il y avait une question transverse, elle me remontait. Donc autant vous dire qu'au bout d'un moment, c'est quand même compliqué quand on a 50 bénévoles. Donc là, ça fonctionne par team, et en plus, ils ou elles ont un ou une marraine. Ou marin, mais on dit marraine parce on est tellement de filles qu'on fait du féminin neutre. Et donc, l'avantage, c'est que, par exemple, on avait une bénévole, là, elle venait d'arriver et on la balance. Elle a accepté, mais de venir à un salon, donc le salon du randonneur, d'ailleurs très inclusif comme nom, le salon du randonneur, sur le stand d'un de nos partenaires. Et au lieu que moi, je fasse le brief, lui dire ce que c'était l'assaut et tout, c'est sa marraine qui l'a fait. Et c'était super, parce que ça fait une relation toutes les deux. Elles ont du temps, elles tissent des liens, elles se rappellent derrière et comment ça s'est passé et tout ça. Et ça permet de remettre de l'humain au centre. Parce qu'en fait, plus on est gros, plus on perd l'humain. Et le lien de deux est pas mal. Après, je ferai le bilan à la fin de l'année pour dire ce qu'il en est. Et voilà, et c'est pareil, le fait d'avoir 54 bénévoles, mais de pouvoir avoir sur le festival qu'une trentaine de bénévoles, comment on va gérer ça aussi, les déceptions, comment... Voilà, ça c'est... Voilà, la voix de l'humain, mais ceux qui ont des grosses structures aussi en termes de salariés se rendent bien compte, tout ce qui est relations humaines et tout, au sein d'une structure, c'est énorme en fait. C'est comment on fait pour que les gens travaillent, soient bien. Donc le bénévolat, ce qui est encore plus compliqué, c'est que par rapport à un salarié, on lui dit « c'est ça tes missions », le bénévole, on dit « c'est ça tes missions, si tu veux ». Et s'il te dit « non, je suis pas là », on fait « d'accord ». Avec le salarié, on peut lui dire « non, t'as pas posé tes congés, attends, t'as quand même une fiche de mission et tout ». Le bénévole, on dit « d'accord, on va se débrouiller ». Donc voilà, il y a un peu tout ce côté-là qui est quand même un peu dur sur la force bénévole, et ce qui explique voilà, le temps que ça demande en gestion de bénévoles, mais toutes les associations connaissent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour tout. Question sur les subventions, parce que vous avez dit vous n'arrivez pas à l'avoir. Est-ce que, parce que personne ne veut le donner, est-ce que vous faites des demandes ou est-ce que vous n'avez pas besoin? Ce qui s'est passé avec les subventions, c'est que tant qu'on était 100% bénévole, on n'avait vraiment pas le temps
de le faire. Donc ça a été le temps au début. Parce que quand on est à 20 heures de bénévolat par semaine pour tout coordonner ce truc-là, en fait, j'avais pas le temps de me rajouter ça dans mon dossier et personne ne voulait le faire. Donc depuis que je suis passée salariée, je le fais et on n'a toujours pas de subvention. Bon, je cite. Alors, non, c'est capté, je peux pas. Non, non, mais c'est juste le temps, en fait. Le temps est hyper compliqué. On part sur le fait d'envoyer des mails en janvier pour rencontrer un élu 6 mois après, parce qu'en fait, ils savent pas si sport ou culture. Et après, on rencontre l'élu, on dépose un dossier, ils nous disent, bah, vous avez réponse l'année d'après. C'est très bien, mais c'est rentrer dans les subventions qui est compliqué. Une fois qu'on est dedans, on est identifié et tout, c'est beaucoup plus facile de rester. Par contre, dès qu'on veut rentrer dedans, surtout quand on parle actuellement de la question de la culture, par exemple, le département, cette année, en Haute-Savoie, a décidé de geler, voire de diminuer l'investissement sur la culture. Donc, c'est très compliqué de rentrer un nouvel acteur dedans. Donc, il y a tout ça qui est très compliqué. Et on rentre aussi sur des jeux politiques, des choses comme ça. Et la problématique qu'on a, c'est qu'on est entre sport et culture. La culture dit qu'on n'est pas assez culture, parce qu'on n'a pas beaucoup de films cinématographiques avec des visas, des films qui passent à Cannes, tout ça. Et le sport dit, bah, vous n'êtes pas du sport, il n'y a pas de pratique. Donc on est entre les deux, et au lieu de se dire, bah, vous êtes entre les deux, on vous donne des deux côtés. Non mais subvention, mais tout le monde, quoi, ça pourrait être ça, ça pourrait être dire, mais génial, mais c'est trop bien ce que vous faites, on vous suit, allez banco, c'est plus compliqué. Donc on a plus de facilité à aller vraiment sur du mécénat, de l'appel à projet, parce qu'en fait, ils vont comprendre entre les deux et aller là-dessus, et c'est ce qu'on souhaite développer, plutôt que les subventions, parce que de toute façon, on le voit, toutes les associations actuellement ont leur budget qui descendent, donc re-rentrer une subvention là-dedans, c'est compliqué. Après Annecy, depuis qu'on a pu avoir les contacts, on a quand même des gratuités dans les salles, on commence à avoir du soutien là-dessus. L'année dernière, on a été soutenu par l'Office du tourisme d'Annecy pour toutes les relations presse. Donc on a ce soutien-là. Par contre, mine de rien, moi, si je veux payer les personnes qui interviennent en sourds et malentendants, bah, il me faut une ligne, un moment budgétaire pour les payer. Je ne peux pas leur dire, bah oui, vous allez avoir un article dans la presse ou ces choses-là. Donc on a un peu cette problématique-là. Et voilà. Par contre, sur la tournée scolaire, c'est un peu plus facile. On est aidé, par exemple, par la Convention intermassive des Alpes, par leur projet FNADT sur l'éducation des jeunes. Donc là, on a un peu d'aide là-dessus. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaiterait développer. Après, ce qui doit changer par rapport à si on avait monté notre projet à Bourg-Saint-Maurice, par exemple, c'est que Annecy a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Du coup, ils en ont trop. Donc c'est aussi un peu compliqué sur une ville qui a déjà beaucoup d'événements de se dire, bah banco, j'investis dedans. Si on avait monté ça à Bourg-Saint-Maurice ou même à Annemasse, dans la vallée de l'Arve, ou un endroit où il y a moins d'événements, je suis sûre que les politiques auraient dit, bah banco, on y va et tout, ça va dynamiser le coin. Tandis qu'un endroit qui a déjà trop d'événements, c'est chouette, ça les repositionne sur l'échiquier de la montagne. Mais d'un côté, le week-end d'après, il y a un festival de théâtre, ils ont le festival du film d'animation, ils ont tellement de choses que d'un côté, Annecy en a peut-être pas besoin comme aurait eu une autre ville. Et j'avoue que la question de la délocalisation s'est posée à un moment. Nous, on est attachés à Annecy, parce que je suis au Savoyard, je trouvais ça important. Mais au bout d'un moment, nous, d'avoir une problématique de pérennité financière, quand on voit plein d'autres... On est le seul festival de cette ampleur à être sur un fonctionnement avec si peu de subventions. Même Chamonix, qui est aussi l'autre gros festival de Haute-Savoie, bah, ils ont une grosse ligne budgétaire de la mairie, ils ont une ligne budgétaire du département, etc. Donc on va dire que c'est un peu plus confortable pour mener ces actions en termes d'événements. Après, je dis pas, les scolaires, on va sur tout le département, c'est différent, même la région. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer. Et après, il y a le jeu politique, c'est-à-dire que si les politiques connaissent et qu'on connaît, bah, en fait, le dossier passe mieux, etc. Donc ça demande beaucoup, beaucoup de temps. J'essaye en tout cas de m'y mettre, mais voilà. Bon, voilà, on va venir à Bourg-Saint-Maurice. Monsieur le maire, vous savez quoi faire. Non, mais voilà, c'est un peu des questions. Mais en fait, c'est la chance d'Annecy, c'est qu'il y a plein d'événements. Les gens qui vivent à Annecy, c'est génial. Mais c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous non plus. Mais en tout cas, on est en accord avec les choix de la municipalité. Hein. Charte d'égalité, environnement, on est nickel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, si vous avez un fonds de dotation dans votre poche. Eh ben merci. Merci Tania, merci beaucoup, merci à vous. On peut l'applaudir chaleureusement.